Bonjour à tous et bienvenue pour ce troisième cocktail Summit qui est dans la suite de l'événement Vivatech auquel le Sorbonne participe, ça est fortement indiqué. Donc Summit est une unité de service mutualisée de Sorbonne Université pour ceux qui découvrent cette unité, donc il est ici pour la découvrir, et qui a pour objectif de soutenir la recherche, on va dire, pour amener des projets d'un TRL bas jusqu'à un TRL qui va leur permettre de rentrer dans une échelle de prématuration puis de maturation. Une idée de service qui sera aussi au sein de la Cité d'innovation, ça c'est quelque chose d'important, qui va fédérer l'environnement d'innovation de Sorbonne Université. Et maintenant, je vais passer la parole à Elisabeth Angers-Pérez, donc notre vice-présidente recherche, qui va nous faire une petite introduction de cette soirée et qui est placée sous le signe des humanités numériques. Merci Stéphane et bienvenue à vous tous. Je suis extrêmement heureuse et fière. C'est un très grand plaisir en fait d'être à vos côtés pour vous accueillir et puis ouvrir ce troisième cocktail. J'aime beaucoup cette appellation, troisième cocktail. Je trouve que ça c'est un bon titre de com, donc à vos écrans. Donc troisième édition des cocktails Summit, et donc je voudrais adresser mes très vifs remerciements à Stéphane bien sûr, à José, à toute l'équipe de Summit pour leur accueil, pour l'organisation de cet événement en marge de Vivatech, qui est de Vivatech Sorbonne. Je dois dire que Summit, c'est une unité de service mutualisée, autrement rebaptisée transversale, du reste, que les universités de France et de Navarre nous envient. C'est effectivement un pôle d'ingénierie bien plus que cela, qui articule la recherche que l'on fait à Sorbonne Université et le monde socio-économique. Et c'est évidemment essentiel, parce que la recherche sans impact, c'est bien sûr beau, mais la recherche, ça doit aussi avoir un impact. Et c'est dans ce sensla que Summit travaille. Alors le thème retenu s'articule particulièrement bien avec une des dynamiques à l'œuvre dans Sorbonne Université, et que Sorbonne Université porte très fièrement. C'est un sujet des humanités numériques que Sorbonne Université, qui articule, comme vous le savez, 3 facultés, dont une faculté des lettres et sciences humaines. Et on ne peut plus faire de lettres et sciences humaines sans passer par les humanités numériques, vous le savez. Enfin, maintenant, ça n'est plus possible de réfléchir autrement qu'à travers aussi ce prisme-là. Donc, les humanités numériques, c'est un thème que, bien sûr, on porte extrêmement haut et fort. Sorbonne Université a de très importantes forces vives en humanités numériques. Je vois là un terreau très fécond pour articuler recherche et innovation dans le domaine des lettres et sciences humaines. On vient de créer, à la faveur de l'IDEX Nouveau Contrat, une initiative humanité numérique. Vous savez que ces initiatives sont ces structures virtuelles transversales qui permettent à des chercheurs de tous bords de travailler ensemble. Donc on vient de créer une initiative humanité numérique avec l'appui bien sûr des partenaires de l'Alliance, Muséum d'Histoire Naturelle, UTC, organismes de recherche. Cette initiative humanité numérique va savoir s'appuyer sur tous les dispositifs qui sont déjà déployés, déjà extrêmement vivants et extrêmement productifs dans l'écosystème Sorbonne Université. Cette initiative va fédérer en quelque sorte et faire prospérer les structures que sont l'unité de service CERES, et je vois Virginie ici, les plateformes comme Plémo 3D, et on a en tête les récents travaux sur Notre-Dame, dont on reparlera peut-être parce que celui a contribué différemment au chantier de Notre-Dame, et bien sûr Sky, en lien avec le projet Sphinx. Vous savez que Sorbonne Université est lauréat du projet Sphinx sur la préservation des patrimoines culturels, matériels et immatériels, et qu'un des axes importants de ce projet Sphinx consiste précisément en une valorisation de toutes les recherches qui seront menées
dans le domaine du patrimoine, de sa préservation et de sa réappropriation par un public large. Les humanités numériques, ça a été défini de différentes façons, mais ce qui est extrêmement important, c'est de penser les humanités numériques comme une transdiscipline. Une transdiscipline particulièrement prédestinée à mettre en œuvre cette ouverture sur le monde socio-économique, sur le monde des décideurs publics. Les humanités numériques, elles ont vocation à aider à la décision publique, et ça aussi, c'est un transfert d'expertise. C'est pas deep tech, mais c'est un transfert d'expertise, c'est extrêmement, extrêmement important. Et plus globalement, bien sûr, cette transdiscipline, elle a vocation à articuler ce lien privilégié entre les sciences et le public général, disons, oui, general public, voilà, vous avez compris, c'est ça. Pourquoi c'est si important, les humanités numériques? C'est important parce que, bien sûr, ça invite à repenser une discipline. Repenser une discipline à l'aune d'outils qui n'étaient pas habituels dans un certain nombre de disciplines. Des lettres et sciences humaines notamment. Ça implique de réfléchir sur les changements culturels, voire ontologiques, impulsés par le numérique. À travers les humains numériques que nous sommes, les humanités numériques posent la question de savoir ce qu'est l'humanisme numérique. Qu'est-ce que c'est qu'un humanisme numérique? Qu'est-ce que c'est qu'un humain numérique? On n'en est évidemment plus à penser l'homme versus la machine, mais puis on a tous d'ailleurs un téléphone portable qui nous sert quand même l'extension du cerveau, enfin moi en tout cas. Et donc on en est plutôt à penser des convergences, donc à penser une amélioration nécessaire de la technologie pour précisément faire prospérer l'humain. Donc ça c'est quand même extrêmement intéressant, et le numérique est aujourd'hui conceptualisé comme une culture, comme une civilisation, et aussi, sans doute, comme une dimension de l'humain. Nous sommes des humains numériques, et c'est comme ça qu'il faut s'approprier le monde d'aujourd'hui. C'est un des enjeux majeurs. Alors, les humanités numériques sont donc l'une des grandes priorités de la politique scientifique de Sorbonne Université. Elles contribuent à faire de Sorbonne Université tout entière une cité de l'innovation, pas seulement le bâtiment cité de l'innovation que vous voyez au fond du parvis de l'Institut du monde arabe, mais c'est l'entièreté de Sorbonne Université qu'il faut penser comme une cité, une police au grec, de l'innovation. On a déjà de multiples réussites, la numérisation des archives de la Comédie Française, plus récemment la numérisation de Notre-Dame, et donc s'adosse à cela ce projet formidable soutenu par Summit, Écho Notre-Dame, qui permet de parcourir l'histoire de Notre-Dame, l'histoire acoustique de Notre-Dame. C'est une façon magnifique de reparcourir l'histoire de Notre-Dame. Le projet Virapic pour lutter contre la viralité des images fausses, alors les manipulations visuelles, je pense que c'est largement important. Les projets Molière Ex Machina, le Delacroix numérique, numérisation de la Fleur de l'Assemblée nationale, etc. Donc tous ces projets ne sont possibles que parce que nous savons nouer des partenariats forts avec précisément le monde socio-économique. Et en cela, Summit, et notamment le troisième département de Summit, Observatoire et Société, sont un formidable atout. Ce département, il est magnifique, il est pensé dans toute sa transversalité. On lui souhaite bien sûr longue vie et surtout prospérité. Summit, c'est un rôle crucial et irremplaçable au cœur de la chaîne de l'innovation, au cœur du PUI. Vous savez qu'on est pôle universitaire d'innovation à Sorbonne Université. On peut dire fièrement qu'on a d'ailleurs été plus ou moins adoubé comme l'un des meilleurs pôles universitaires de l'innovation parmi les quelques autres qui figurent sur le territoire. Et Summit a bien sûr ce rôle central dans cette chaîne d'innovation parce qu'il articule, voilà, son rôle essentiel, c'est d'articuler, c'est de faire ce lien que l'on ne trouve pas ailleurs. Donc c'est ce rôle unique qui est incarné par Summit et que l'on ne trouve pas ailleurs. Et c'est en cela qu'il est véritablement essentiel.
L'installation de ce mythe au cœur de la cité de l'innovation, cette fois-ci le bâtiment, dont vous avez peut-être, si vous avez parcouru le campus récemment, donc vous avez peut-être vu la presque finition, c'est-à-dire les vitres, maintenant la façade vitrée est maintenant posée et on peut admirer, commencer à admirer l'esthétique de ce bâtiment. Donc l'installation de ce mythe au cœur de ce bâtiment va permettre, on va inaugurer donc en début d'année prochaine, va permettre de faciliter davantage encore ces synergies entre les différents acteurs de l'innovation, et notamment la SAT, l'UTEC, je vois les représentants de la SAT, Agoranov, l'incubateur, mais bien sûr la recherche qui est à 20 mètres. Donc c'est essentiel, et puis ce bâtiment, il est ouvert sur le reste de la ville, et donc les entreprises, les PME, les PMI, les grands groupes sont immédiatement à portée de main. Il n'y a que la Seine à traverser, c'est facile. Donc ce mythe va articuler plus encore tous les maillons de cette chaîne de l'innovation en trouvant sa place spécifiquement dans ce bâtiment. Donc en plus de l'énergie formidable qui se déploie dans tous les champs disciplinaires, ce mythe sera un atout essentiel pour développer l'innovation à partir de la recherche en humanité numérique faite à SU, en faire rayonner les expertises et bien sûr les porter hors de nos frontières académiques, et c'est ça l'essentiel. Merci de votre attention. Bonsoir à tous. Je vous remercie chaleureusement d'être là. On va passer un moment agréable, plus calme que l'énergie qui se dégage à Vivatech. On est là pour parler ici ce soir de quelque chose de très simple et en même temps de très vaste. Il s'agit de la manière dont les technologies numériques transforment nos façons d'interagir dans l'hôpital, dans la création musicale, dans les relations humaines, mais encore le rapport à l'écologie. Donc pour ce faire, je vais accueillir nos invités qui ont fait le bonheur de venir, qui vont parler de tout ça. Je voudrais accueillir ici Jean Charlet. On peut applaudir. Esther Pineda. Merci à Lucas d'être là pour cette soirée. Je vais faire les présentations, parce que tout le monde vous êtes dans le domaine, tout le monde ne connaît peut-être pas encore. En tout cas, c'est l'occasion de présenter vos expertises. Je vais commencer par un peu sur soi. On est là plutôt en mode tranquille. Et donc, je vais commencer par vous présenter Jean Charlet, qui est chercheur au LUMIX en intelligence artificielle appliquée à la médecine. Il travaille actuellement sur un projet qui se nomme Psycare. Et puis, je vais mettre mes lunettes parce que. Voilà. Oh, pardon. Désolé. Là, j'ai une carte. Virginie Julia. Désolé, Virginie. Voilà, détendu. Après la journée Vivatech, voilà, on a quelques excuses. C'est pas trop faire quand même. On va reprendre avec la présentation de Jean Charlet, qui est chercheur au LUMIX en intelligence artificielle appliquée à la médecine. Il travaille actuellement sur un projet qui se nomme Psycare, qui vise à améliorer l'intervention précoce en cas de psychose en fournissant un nouvel ensemble d'outils faciles à diffuser afin de faciliter l'accès aux soins, améliorer la détection précoce et offrir des programmes thérapeutiques personnalisés. J'espère que vous avez oublié. C'est pour lutter pour la schizophrénie. Nous avons Virginie Julia, qui est directrice du Centre d'expérimentation en méthode numérique pour les recherches en SHS au CERES et chercheuse au LUMIX-Sorbonne. Elle étudie les usages sociétés du numérique et des médias. Ses recherches portent sur les controverses qui accueillent les actions en faveur de l'égalité des sexes, et elle est experte également à l'ARCOM. Nous avons aussi autour de cette table Esther Pineda,
chercheuse en neuropsychologie de la musique à l'Institut de recherche de musicologie IREBUS au Sorbonne Université et directrice de l'Institut Artis. Elle a créé NeuroMuse. C'est une nouvelle méthode de pédagogie musicale qui s'appuie sur un ensemble de tests psychométriques permettant d'obtenir une exploration psychocognitive de l'apprenant ou l'apprenante. Nous avons également Marie Sigaud, donc chercheuse au Centre d'écologie des sciences et de la conservation, c'est le CESCO, du Muséum national d'histoire naturelle. Marie étudie l'impact des activités humaines sur le comportement et la psychologie des animaux sauvages. Elle travaille également sur la coexistence des grands mammifères et notamment sur les éléphants de forêt. Elle s'adresse aussi au discours médiatique et à son analyse avec les nouveaux outils du numérique. Et enfin, Xavier Tanier, qui est directeur du LUMIX, chercheur en apprentissage automatique et traitement automatique du langage naturel dans le domaine de la santé. Ses travaux de recherche portent sur l'application de l'apprentissage automatique aux données de santé à travers différents types de données et de cas d'usage. Ils s'inscrivent à la croisée de l'intelligence artificielle et des sciences du vivant avec une attention particulière aux enjeux cliniques, biologiques et sociétaux. J'espère que là, c'est bon. Donc on va pouvoir ouvrir les discussions. Et je vais vous... Merci, Xavier. Je vais vous poser une première question. Donc chacun est libre de répondre voilà, quand il le veut. Si personne ne se décide à répondre, j'en désignerai un au hasard. Donc, je vais commencer par une question qui est comment vos travaux scientifiques éclairent-ils les grands défis humains et sociétaux d'aujourd'hui? Est-ce que quelqu'un veut commencer? Ah bah oui, là ça marche. Alors, en médecine, on ne nous a pas souvent posé la question en ces termes-là. Moi, j'ai envie de découper un peu la médecine en deux. On dit que la médecine est une science et on dit aussi que c'est un art. Donc, quand on aide à pratiquer la médecine pour des essais cliniques, pour des traitements de données, qui est une partie de ce qu'on fait en IA, alors on n'est pas dans les humanités numériques. Quand on aide les médecins quand on aide les médecins dans les travaux de diagnostic, de prévention, ou qu'on interagit avec les patients, parce que maintenant les systèmes d'IA, on fait des systèmes d'IA qui ont vocation d'interagir avec les patients, là on est dans les humanités numériques parce qu'on est en train de changer leur mode d'interaction, parfois même de façon très très profonde. Voilà, c'est comme ça pour commencer. Peut-être comme on est sur des sujets un peu proches, je veux bien compléter parce que j'ai donc un des sujets dont on avait parlé en préparant sur les projets, c'était les projets autour de l'entrepôt de données, des entrepôts de données de santé. Et j'ai noté sur mon petit bout de papier 2 phrases d'Elisabeth. La première, et je ressortirai la seconde plus tard, mais la première, c'était la notion d'extension de l'humain. Et une question qu'on se pose beaucoup dans ces domaines, c'est extension. Enfin, on parle beaucoup de remplacement et pas d'extension. Donc ça, c'est un sujet qui fait beaucoup réfléchir dans plein de domaines, je suppose, mais dans le domaine de la santé en tout cas. Et les projets au sein des entrepôts, dans les entrepôts de données de santé, c'est des millions, enfin pour Paris, pour la région parisienne, c'est des millions de patients, c'est des centaines de millions de comptes rendus. Et un des enjeux, c'est de se servir de ces choses-là comme une extension, c'est-à-dire un médecin aussi expérimenté soit-il, il a vu que c'est quelques centaines, quelques milliers de patients. Il va prendre conseil auprès de ses collègues qui en ont vu autant. L'entrepôt de données, il en a vu des millions. Et donc, on réfléchit, parmi les projets au sein de ces entrepôts, on réfléchit à proposer des patients similaires à nos soignants, les soignants qui se posent des questions sur le devenir potentiel d'un patient un peu compliqué qui a une maladie rare ou bien quelqu'un dont ils ont un profil dont ils n'ont pas l'habitude. Il y a forcément déjà eu ça dans les entrepôts et donc ça fait partie des défis, c'est d'alimenter l'expérience du médecin avec en plus les données qui sont à disposition. Donc ça fait partie des défis importants, tout en gardant la place du médecin en face de son patient, bien sûr, quoi. La place de l'humain est toujours primordiale, en fait. On ne remplace pas pour l'instant
Oui, enfin, c'est un choix. C'est un choix on décide en France et en Europe que le médecin doit être le dernier décisionnaire, même avec un système d'IA. On peut penser que d'autres pays ne vont pas faire ces décisions-là. Donc c'est un choix éthique de dire on veut que ce soit l'humain qui décide en dernier. Pour l'instant, c'est comme ça. J'espère que ça va durer. J'espère aussi. Bon, on verra. L'avenir nous le dira. Est-ce que, bien sûr, Marie? Alors, dans un tout autre domaine, donc moi je suis écologue, plus spécialement écologue du comportement animal, donc j'étudie les déplacements des animaux et ce genre de choses, et je m'intéresse tout particulièrement à la coexistence avec la biodiversité et notamment avec les grands mammifères. Et un des défis aujourd'hui, sur un certain nombre de grandes espèces, comme il y a en France, mais aussi ailleurs, comme les éléphants, c'est qu'il n'y a pas seulement comment se comportent les animaux, et comment on peut décrypter ces comportements et comment ça peut nous aider à guider la gestion. Il y a aussi comment les communautés locales, les sociétés humaines se positionnent par rapport à ces grandes espèces et comment on peut analyser d'une certaine manière, par le biais des humanités numériques, cette coexistence dans un ensemble, pour répondre justement aux grands défis environnementaux qui ne sont pas seulement les animaux, la biodiversité d'un côté et les sociétés humaines de l'autre. Décidément, depuis Bibliothèque, les histoires de micro, c'est... Oui, je peux peut-être citer certains des travaux sur lesquels je suis mobilisée. Donc, je suis prof en sciences de l'information et de la communication. Mon travail porte sur les représentations de genre, sur les débats autour de l'égalité des sexes et sur les discours de haine en ligne. Donc, par exemple, avec des collègues de l'Université de Nice, on est sur une ANR dans laquelle un outil est développé, un outil avec du machine learning qui est impliqué pour faire du repérage automatique de scènes de violences sexistes dans les films. Donc c'est un travail qui est entre les sciences de l'information et de la communication et l'informatique, puisqu'il s'agit de développer cet outil qui permet de faire du repérage. Et vous le disiez, jusqu'à un certain point, on ne peut pas laisser l'outil décider lui-même s'il y a du sexisme ou pas, parce qu'il y a des modalités qui sont très fines, très spécifiques. Et donc, il faut aussi un regard de chercheurs, chercheuses qui s'y connaissent dans ces questions-là pour pouvoir justement montrer dans le sous-entendu ou dans le contexte comment ces éléments-là peuvent être repérés. Il y a un autre projet qui a été la thèse de Thibaut Grison, qui est ici présent, financé par Sky, et dans le cadre de laquelle nous avons travaillé sur les algorithmes de modération en ligne. Parce que l'ARCOM, on l'évoquait tout à l'heure, le régulateur du web et des médias, est face à une difficulté. Les plateformes comme X, comme Facebook, comme Instagram viennent avec de beaux PowerPoint leur expliquer comment la modération est opérée, mais n'ouvrent pas les algorithmes de modération. Donc là, la recherche consistait à essayer par une forme de rétro-ingénierie, à comprendre comment les algorithmes de modération fonctionnaient, quel type de message était supprimé. Et puis, il y a un autre type de travail, là, cette fois avec Édouard Boutet. Nous travaillons sur la soi-disant idéologie du grand remplacement. Et ce qui va nous intéresser, c'est comment sont mis en ligne des images ou des discours qui viennent raconter une histoire qui est fausse, viennent resignifier tout un ensemble d'images ou de discours pour donner existence, donner la matière à quelque chose qui s'apparente à un complot. Il marche. Oui. Esther. On a des domaines tout à fait différents, ce qui est très intéressant de nous retrouver pour en parler. Dans le cas de l'Institut Arcis, que je représente aujourd'hui, la démarche est vraiment disruptive, c'est-à-dire que l'éducation musicale est fortement ancrée dans la tradition. Et tout ce qui est nouvelle technologie nous a permis vraiment de commencer à repenser l'éducation musicale et concrètement l'enseignement de la musique en utilisant des outils, notamment dans tout ce qui concerne le fonctionnement psychologique de la personne. Et ça, c'est quand même une démarche disruptive de l'Institut. Et la collaboration avec Summit, justement, nous a ouvert des portes pour le développement de ces tests. Aujourd'hui, c'est un peu... Voilà, c'est une manière de repenser aussi l'enseignement dans la musique, puisque on ne peut pas créer et aller de l'avant
sans être enraciné aussi dans un passé, dans le domaine de la culture, je parle, et notamment dans la musique. Et je pense qu'il ne faut pas qu'il n'y ait non plus une dichotomie entre les deux. Alors, la démarche à la base que nous avons eue, c'était de créer ou d'aller dans une plus grande perméabilité de sciences et le monde artistique. Mais il y a quand même des résistances à intégrer tout ce qui est humanité numérique dans le cadre dans ce domaine qui est fortement ancré dans la tradition. Et là, c'est passionnant aussi parce que ça va ouvrir, je pense, des tas de nouvelles possibilités. Et les enjeux sociétaux, et la manière dont la musique et l'enseignement de la musique peut répondre à des enjeux sociétaux n'est pas négligeable. Hein. C'est une nouvelle manière finalement à explorer tout à fait. Par la musique. Ouais. Ok. Vous dites que vous avez des réticences en fait à l'acceptation en fait de ces nouvelles technos. C'est-à-dire que culturellement, tout ce qui est artistique est vu comme quelque chose du domaine de l'esprit. Il doit y avoir quelque chose d'insaisissable qu'on n'arrive pas à comprendre. Il y a une espèce de choc souvent avec ce qui vient de la technologie, enfin des sciences plus largement, mais aussi des outils technologiques, comme si ça pouvait aller à l'encontre. Or, on n'a qu'à y gagner, je pense, avec une utilisation tout à fait intelligente de ces outils. Et c'est ce qu'à l'Institut, on prétend faire avec l'utilisation des tests psychocognitifs. Ça n'est qu'un outil, mais un outil qui est précieux et dont ça serait bête de s'en passer. C'est un peu ça. Si je peux rebondir sur la question de la réticence de certains pans de la culture, l'outil qu'on développe justement pour le repérage du sexisme dans les productions audiovisuelles a fait l'objet de fortes réticences par les chaînes de télé, parce qu'on est allé voir les chaînes de télévision, on est allé voir des producteurs de films, et notre démarche n'a pas du tout été comprise. C'est-à-dire que c'était vraiment comme si on mettait le pied dans leur capacité créative. Maintenant que l'outil est en cours de développement et qu'ils voient, leur position a un peu changé, mais de prime abord, il y avait de fortes réticences. Oui, c'est exactement ça, ce qu'on voit souvent. Pas toujours, mais souvent. Oui, on le voit donc à la télé, dans les musiques, mais peut-être aussi en médecine. Est-ce que les médecins, le corps médical accepte l'aide numérique, en fait? Ah non. Non, on enchaîne avec la question. Non, mais oui, enfin bref, c'est effectivement un sujet délicat entre les passionnés de la première heure et malgré tout quand même le gros des troupes qui est quand même beaucoup dans l'inquiétude. Okay. Merci. Si vous voulez, je vais vous poser une autre question. Est-ce que vous pourriez nous dire en quoi vos recherches nous obligent-elles à repenser nos rapports à l'humain et ou au vivant dans un monde technologique? Alors, je vais... C'est toujours moi le premier. Jean, parce que voilà. Je reviens sur un peu nos problèmes en santé, c'est-à-dire on développe des artefacts pour aider le médecin, donc tout de suite se pose la question de qu'est-ce qu'on fait? On aide le médecin, on remplace le médecin, et effectivement, alors en plus autour de nous, on a quand même un discours délirant des médias sur et on va se débarrasser des médecins. Enfin, c'est quand même dément ce qu'on a comme discours autour de nous. Je me souviens, moi je faisais un système expert le siècle dernier, et on est allé déjà remplacer les médecins. Bon, 30 ans après, on ne remplace pas les médecins. Et puis j'ai toujours pas envie qu'on remplace les médecins, même si on a des systèmes de plus en plus efficaces. Et puis là, maintenant, on a les LLM qui arrivent, les grands modèles de langage, et là aussi, on nous dit que ça va remplacer les médecins. Donc je pense qu'il faut un peu se calmer, il faut se poser et dire ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire, et en quoi on va aider les gens, y compris pour nos collègues médecins. Il y a ceux qui sont effectivement enthousiastes, puis il y a ceux qui ne sont pas trop enthousiastes. Et puis il y a la réalité, en fait, c'est-à-dire est-ce qu'on a développé des systèmes qui marchent vraiment pour les gens en routine? Il n'y en a pas tant que ça, en fait. Et puis, on se posera la question de l'évaluation de ces systèmes, qui est vraiment beaucoup plus compliquée que les gens l'imaginent, en fait. Il faut que nos systèmes d'IA soient évalués de la même manière, avec la même efficacité qu'on évalue les médicaments pour les autorisations de mise sur le marché. Là aussi, c'est hyper lourd d'évaluer qu'un système d'IA
va rendre un service, hein, sachant que ce système d'IA, j'aurais plein d'autres choses à raconter, mais il va modifier l'interaction, du médecin avec son patient. Et ça aussi, c'est compliqué à gérer. Et on n'a pas encore fait toutes les études qui vont avec. Hein. Est-ce que quelqu'un veut rebondir sur ce que vient de dire Jean ? Oui, votre intervention me fait peut-être me donne envie de rebondir peut-être sur la question de la méthodologie. Je trouve que de plus en plus, on parlait d'humanité numérique, on parlait de transdisciplinarité, Elisabeth parlait de transdisciplinarité, de plus en plus les sciences humaines et sociales vont se saisir d'outils numériques. Et alors on n'est pas sur le diagnostic des médecins, mais je trouve que l'évaluation de ce que les outils numériques font à nos pratiques, ça marche aussi pour les chercheurs et les chercheuses. Et quand des outils qui mobilisent l'IA vont, disons, interpréter des images ou interpréter des textes, c'est intéressant d'évaluer ce qu'ils font et ce qu'ils ne font pas. Et typiquement, avec quoi ont-ils été entraînés ? Quelles sont les idées qu'avaient les personnes qui développaient ces systèmes et qui nous font ressortir des résultats parfois un petit peu étonnants que tel ou tel chercheur a envie de discuter parce que... Donc j'aurais envie de dire il y a quelque chose de l'ordre d'une complémentarité. Qu'est-ce que l'outil numérique fait et ne peut pas faire ? Et à quel moment l'interprétation humaine ou le diagnostic vient prendre le relais parce qu'il y a quelque chose qu'on ne peut pas déléguer à la technique. Mais de la même façon, travailler avec des outils numériques, ça nous amène à réfléchir à nos pratiques, je trouve. Depuis qu'on utilise des outils numériques, on se rend bien compte que la recherche ne se fait pas exactement de la même façon. Nos gestes ne sont pas exactement les mêmes. Je prends mon exemple, je vais traiter des corpus beaucoup plus complexes, beaucoup plus gros, avec des images, avec du texte, avec des vidéos. C'est-à-dire, nos pouvoirs-faire sont un petit peu différents, mais de la même façon, le pouvoir-faire des outils numériques, il a ses limites. Et donc je trouve ça intéressant sur le plan méthodologique de réfléchir à ça. Si je peux rebondir là-dessus, effectivement, je trouve ça intéressant de réfléchir aussi à la notion d'entraînement de ces modèles qui est centrale. Effectivement, je pense au projet qu'on développe notamment grâce au département technique Observatoire et Société, grâce à Margot Marundo notamment qui est ici présente. Il y a la question de qu'est-ce qu'on met dans ces modèles, quelle est la question qu'on pose, comment on les a entraînés. Alors là, je vais sortir un peu du champ des humanités numériques, mais en écologie, on utilise beaucoup d'IA maintenant, notamment pour des questions de gestion de traitement de données énormes, et notamment en acoustique, par exemple. Mais si l'IA était mal entraînée de base, il faut veiller à ne pas remplacer les compétences humaines, par exemple en chant d'oiseau ou quoi que ce soit, parce qu'à la fin, plus personne ne pourra dire « oui, l'IA fait son travail » ou « elle ne le fait pas ». Je voudrais rajouter effectivement sur les biais d'entraînement, sur quelle base on s'entraîne. Et alors en médecine, on a eu déjà X exemples de... les femmes sont moins mal soignées pour les problèmes cardiaques parce qu'on a entraîné des bases sur les hommes. Globalement, nos bases sont entraînées sur des personnes CSP+, il faut le dire franchement. Les personnes SDF ne sont pas dans les bases de données des hôpitaux puisque par définition, elles sont peu représentées, peu soignées. Et donc on a des pans entiers de la population qui seront a priori pas si bien que soigner ça par les systèmes d'IA. En tout cas, ceux qui font de l'apprentissage. Ça, c'est clair qu'on a un problème de biais d'apprentissage énorme. Juste ajouter que dans mon domaine, il y a un écho avec ce que tu as dit tout à l'heure. Je trouve particulièrement intéressant le fait qu'il faut vraiment repenser les choses et se mettre en perspective et les humanités numériques de manière large et les outils. Parce que dans mon domaine, c'est plutôt vraiment de l'utilisation d'un outil, ce que l'on fait. Repenser ça, c'est vraiment ce qui est intéressant. Par exemple, lorsqu'on va utiliser des tests psychocognitifs en éducation musicale, alors qu'est-ce qu'on choisit d'évaluer ? Est-ce qu'il y a les processus attentionnels, des aspects de mémoire, mais quand on s'avance déjà sur d'autres terrains liés plutôt à l'incubation des idées ou à la créativité, voilà, disons que les choix qui sont faits par rapport aux outils qu'on va employer doit être le résultat d'une prise de position philosophique par rapport à un métier, par exemple, ou un domaine. Et je trouve ça particulièrement intéressant.
allier vos compétences des fois pour finalement avoir des études plus précises en fait. On ne peut pas tout faire tout seul. Là, quand on vous écoute, vous pouvez pas. Vous avez besoin de compétences externes, notamment de collègues qui sont autour de vous, peut-être pour mener quelques études plus approfondies. Ok. Je vais, donc, si on a fait le tour de cette question, je vais passer une autre question. Je vous demanderai donc quel levier d'amélioration activer en premier pour permettre une co-création harmonieuse entre sciences, société et monde économique. Est-ce que ça inspire quelqu'un? Moi, il me semble que la première chose à dire, c'est peut-être que donc, sciences, société et monde économique, co-création, je ne sais pas, mais en tout cas, je ne les mettrai pas sur le même plan. Hein. Pour moi, c'est d'abord les besoins de la société, et puis ensuite, la science et le monde économique doivent s'aligner avec ça. Hein. Elisabeth, je te recite, la technologie pour faire prospérer l'humain. Moi, je me suis promené à Vivatech tout à l'heure, et enfin, des fois, on se demande, la technologie pour faire prospérer l'humain, ou alors la technologie pour faire prospérer la technologie, c'est peut-être la première question qu'il faut se poser, répondre à des besoins qui existent déjà, plutôt que d'inventer des nouveaux besoins auxquels personne n'avait jamais songé. Par exemple, pour reprendre les questions des besoins des personnels soignants, c'est vrai que ça fait briller les yeux d'un certain nombre de personnes quand on parle d'utiliser les outils numériques, l'intelligence artificielle pour la médecine personnalisée, pour soigner des maladies rares. C'est vrai. Mais en fait, ça fait encore plus briller les yeux du personnel soignant quand on leur dit on a des outils qui vont vous permettre de passer moins de temps à rédiger votre compte-rendu. Et à ça, là, ils sont là, ils ouvrent la porte, quoi. Et pourquoi? Parce qu'ils ont un besoin d'arrêter de regarder leur ordinateur et de regarder leurs patients. Et évidemment, on a envie qu'il y ait aussi de soigner voilà. Mais comme le disait Jean, en fait, en comparaison du buzz que ça fait, la mise en place en routine d'outils d'intelligence artificielle qui permettent de mieux soigner les patients, c'est en fait extrêmement rare. Et donc ça va progresser, voilà. Mais moi je dirais que le premier levier, ça serait de partir du besoin de la société, du besoin des gens, et ensuite de mettre le reste en ligne. Oui, ça me donne envie de rebondir sur peut-être un concept en sociologie des sciences où on parle de l'acceptabilité des techniques ou leur appropriation. Et quand on développe une nouvelle technique, il y a une première phase qui est est-ce qu'elle va être acceptée. Le vaccin n'a pas tout de suite été accepté. Il a fallu aussi que les mentalités évoluent, qu'il y ait des premières personnes qui fassent des tests, qui montrent qu'on ne mourrait pas forcément de la variole. Mais il y a aussi la question de l'appropriation et de la façon dont les gens s'approprient les techniques. Et par exemple, ChatGPT, il y a des appropriations qui sont commerciales, qui sont communicationnelles, etc. Mais il y a aussi des appropriations beaucoup plus étranges, ou du moins auxquelles on ne s'attendait pas. C'est la façon dont les jeunes l'utilisent comme une sorte de psychanalyse ou de rapport psychologique. C'est-à-dire qu'on va devant le ChatGPT et on fait parler, on discute. Et ça occupe en fait un espace qui n'était pas occupé préalablement. Donc, je trouve ça intéressant de penser aussi cette articulation sciences, société, monde économique, de le regarder aussi peut-être avec les outils des sciences humaines et sociales, sociologie, philosophie des techniques, histoire des techniques, parce que ça nous apprend aussi quelque chose de la co-constitution. Là encore, Elisabeth disait qu'il n'y avait pas d'un côté la technique et l'humain. À l'UTC, donc partenaire de Alliance, il y a cette idée, il y a des philosophes qui ont proposé l'idée notamment Simondon, de dire que la technologie, elle est anthropologiquement constitutive. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il n'y a pas l'humain d'un côté et la technique de l'autre, mais à travers tous les appareils, nos lunettes, les appareils qu'on oublie, les pacemakers, qui font partie de notre quotidien, eh bien, en fait, l'humain et la technique se tissent ensemble. Et je trouve que c'est intéressant aussi de regarder ça,
les services que ça peut rendre, mais aussi est-ce que ça répond à une demande? Est-ce que les gens l'utilisent? À quoi est-ce que c'est utilisé? Et parfois, ça sort un peu de l'économique pour aller comme ça. Il y a une efflorescence de pratiques un peu qui nous interpelle aussi. Des usages qu'on n'a pas vu venir, en fait. Oui, ça. tout à fait. Ça donne envie de compléter parce que un des tests pour dire que l'IA marchait, c'était le test de Turing, c'est-à-dire est-ce que la personne qui interagit avec la machine va croire qu'elle a un être humain en face d'elle. Et alors les jeunes qui commencent à se faire leur psychothérapie de bazar, j'ai envie de dire, avec ChatGPT, ils sont en plein en train de s'embarquer, de valider le test de Turing. Ah, on dirait que c'est une vraie machine. Il faut se méfier de ce qu'on en fait derrière, ça c'est quand même un autre souci. Puis ça nous amène, nous, les informaticiens qui bossons avec la médecine, qu'effectivement, il y a un nouveau champ qui est apparu, c'est les patients, parce que pendant un certain temps, on faisait des systèmes pour les médecins. Évidemment, les médecins, depuis quelques années, ils voient bien que les patients se baladent sur le web et deviennent, surtout sur les maladies rares, où c'est des trucs très symptomatiques, plus experts que les médecins de leurs symptômes, pas de la maladie, mais de leurs symptômes. Et puis maintenant, effectivement, avec les smartphones, on commence à se demander qu'on va développer des interfaces spécialement pour les patients, en particulier en santé mentale, pour qu'ils interagissent avec des machines pour pouvoir dire des choses aux machines. Et là aussi, il faut qu'on fasse les essais cliniques pour montrer qu'on ne fait pas n'importe quoi. Alors, si je peux juste me permettre de réagir sur cet exemple-là, je pense que c'est aussi intéressant de prendre au sérieux ces nouvelles pratiques pour essayer de comprendre de quoi elles sont le signe. Et à mon avis, ce dont elles sont le signe, c'est d'une moindre prise en charge des problèmes psychologiques et psychiques que les jeunes éprouvent également. Ils n'y croient pas forcément, ils savent bien qu'ils utilisent ChatGPT. Ce n'est pas une croyance bête et méchante, mais c'est le signe de quelque chose qui nous alerte. Le signe, c'est de dire qu'il n'y a plus assez de médecins et pas assez de psychiatres. Oui, on est d'accord, à 150%. Très bien, merci. Donc, du coup, si on a fait le tour de cette question, je vais vous en poser encore une petite. Si on a encore un petit peu de temps, Tatiana? Oui? Non? Ah! Bon, du coup, il me restait plein de questions. On va abréger. Encore un petit peu de temps. Bon, peut-être que, quand même, est-ce que quelqu'un dans le public a une, ou on peut prendre quand même une ou deux questions dans le public, Tatiana? Je retourne, c'est ma grand chef. Okay. Est-ce que quelqu'un voudrait poser une question? C'est l'occasion. On a 4 experts ici autour de la table. Non, je crois qu'ils ont tout dit, donc tout est clair. Il n'y a pas de nouvelles questions. Mais... Si? Pardon. Oana. Ok, donc si on n'a plus de temps, on va conclure. Ah, quand même. Alors j'aurais une toute dernière question du coup pour conclure. D'après vous, alors c'est une question qui s'adresse à tout le monde, hein, comment s'assurer que les technologies servent ce qui est essentiel à l'humain et au vivant? Est-ce que ça vous inspire? Elle ne s'affiche pas à l'écran, donc c'est plus difficile d'y réfléchir. Il y a deux choses, à mon avis, importantes qui auraient... dont on n'a pas parlé. Il y a la formation, l'éducation, de façon générale. L'utilisation de tout ça ne peut venir qu'avec des efforts de formation et d'éducation, tout comme on a fait ça depuis toujours avec les nouvelles technologies. Et là, à mon avis, la plupart des peurs qu'on a en ce moment à voir cette arrivée massive et ultra rapide de nouvelles technologies, la plupart des peurs peuvent s'estomper grâce à la formation et à l'éducation. Et le deuxième point, à mon avis, c'est l'environnement. Notamment dans la santé, parce qu'on a cette tendance à dire, je trouve, à se cacher derrière le fait qu'on fait des choses pour la santé, donc c'est pas si grave si on fait des choses très gourmandes en énergie, parce que c'est pour la bonne cause. Et ça, je pense qu'il faut
il faut arrêter de se cacher derrière son petit doigt. D'abord parce que c'est tout aussi embêtant que pour les autres domaines, et en plus parce que la santé c'est un tout, et si en voulant améliorer un pouillème de la santé des gens, on dégrade l'environnement, en fait c'est pas comme ça qu'on va clairement améliorer la santé. Et donc voilà, c'est les deux points, formation et environnement, dont on n'avait pas encore parlé. Je voulais rebondir justement là-dessus, sur la question des coûts et des bénéfices de ces outils, et notamment du coût environnemental que ça a. Une requête avec un LLM, ça a un coût environnemental. Et c'est des choses qui sont assez peu mises en avant, quantifiées, disponibles aussi bien pour nous, les chercheurs, que pour le grand public, je dirais. On a tendance à voir nos recherches avec de plus en plus de données, des serveurs, des outils, mais... Voilà, quid de ce que ça coûte sur l'environnement. Et en plus, quand on est écologue, c'est quelque chose auquel on est tout particulièrement sensible. Je pense que c'est important, effectivement, de le noter. Peut-être aussi, c'est l'occasion de saluer le travail qui est fait à Sorbonne Université, parce qu'il y a quand même, dans cette université, beaucoup de contextes de dialogue transdisciplinaire. Je pense que c'est intéressant d'être... C'est pas d'être surveillé, mais d'échanger, de dialoguer avec des disciplines différentes, qui ont peut-être une perspective différente, qui peut nous amener, justement, sur les questions d'écologie, à réfléchir au coût de nos actions. Et puis, il faut aussi saluer le travail du comité d'éthique, parce qu'il y a aussi un encadrement des méthodes. Alors, je sais que le comité d'éthique est plus mobilisé sur des questions de santé et de protocoles de recherche en santé. Et je pense que de plus en plus, les sciences humaines et sociales vont être amenées aussi à faire valider des protocoles, parce que la question des données personnelles se pose aussi, sur les recherches que je conduis. Il y a des questions très sensibles. On peut capter les données des personnes sur lesquelles on enquête. Je dirais qu'il y a quand même, dans l'université française, des outils qui permettent aussi de surveiller ou d'être des garde-fous de ce type de mauvaises pratiques qu'on peut trouver dans d'autres pays où la recherche est beaucoup moins précautionneuse sur le respect en dehors de l'Europe. Le RGPD ne s'applique pas, donc le règlement de la protection des données personnelles, qui s'applique aussi aux journalistes et aux chercheurs, chercheuses, certains pays n'en bénéficient pas, donc les données personnelles sont exploitées dès lors qu'on fait des recherches comme ça sur les réseaux sociaux, par exemple. Je voudrais juste rebondir par rapport à ce que tu viens de dire dans le registre de la communication et du dialogue entre différentes disciplines, parce qu'effectivement, l'utilisation de nouvelles technologies, par exemple dans des sciences expérimentales, va être très très différente de la manière dont on va s'en saisir par exemple dans le domaine de la musicologie systématique, puisque disons c'est mon domaine, c'est pour ça que je l'évoque. Mais aussi bien au niveau de la méthodologie que l'approche de la recherche est tellement différente que ce n'est que par des interactions et un dialogue permanent, je pense qu'on peut avancer d'un pas sûr et serein. Et l'autre axe qui me paraît fondamental, c'est celui que tu as dit tout à l'heure, c'est-à-dire l'éducation. Forcément, ça va passer, ou ça doit passer, je pense, par un soin particulier à tout ce qui est information dans le domaine de l'éducation, mais qui peut justement dissiper des craintes, des peurs et avancer de manière sereine, comme je le disais. Ça me paraissent deux axes fondamentaux pour l'avenir proche. Merci Esther. Eh bien, on va conclure, sinon je vais finir par me faire gronder. Je vous remercie pour ce moment, ce partage. Bon, évidemment, on n'a pas tout dit, mais ça mériterait encore quelques heures de discussion. Ça ne s'arrête pas là autour de la table. On va continuer au cocktail. On pourra encore discuter ensemble. En tout cas, je vous remercie tous les 5 d'avoir été là et je vous demanderai d'applaudir encore une fois donc, nos invités. Virginie Julliard, Marie Sigaud, Xavier Panier, Esther Pineda et Jean Charlet. Et merci.
Et je tiens juste à préciser donc, pour le cocktail. Donc le cocktail est ouvert et nous avons la chance, l'honneur d'avoir d'être accompagnés par une parenthèse musicale avec l'orchestre de Sorbonne Université qui va nous jouer quelques morceaux. Merci encore. À tout de suite.